Alors, bon matin à la classe. On va aborder le dernier module de cette formation consacré aux droits de l'environnement, du développement durable et la transition écologique en Afrique. Alors, ce module est consacré au contentieux climatique. Donc, un pilier très important dans la mise en œuvre du droit climatique. Voilà. Alors, le module sur le contentieux climatique est structuré autour de 4 chapitres que je vous ai présentés. Alors, ce matin, on va attaquer le premier chapitre qui est consacré à la notion de justice climatique. Alors, on a d'une part justice climatique et d'autre part contentieux climatique ou procès climatique. La notion de justice climatique, à première vue, semble renvoyer au contentieux, au tribunal, au procès climatique. Et pourtant, cette notion est plutôt révélatrice d'un ensemble d'enjeux liés aux impacts des changements climatiques. Et donc, pour explorer cette notion de justice climatique, pour savoir à quoi renvoie cette notion, quel est son contenu, et nous allons commencer par certaines définitions centrales qui devraient nous permettre de faire un contour, voir les contours même de cette notion. Alors, 3 principaux concepts peuvent être mobilisés autour de la notion de justice climatique. Le premier concept phare est celui de la vulnérabilité au changement climatique. Le changement climatique génère des vulnérabilités. Le deuxième concept important sur lequel nous allons discuter est relatif aux inégalités causées par les changements climatiques. Et au fond, toute cette notion, cette réflexion est construite autour de la compréhension des inégalités induites par les changements climatiques. Et la troisième notion phare est relative à la responsabilité ou à l'établissement des responsabilités quant aux conséquences des changements climatiques. Alors, donc, ces 3 éléments, ces 3 concepts fondamentaux vont nous mettre au cœur de la réflexion sur la justice climatique, la restauration de la justice climatique. Une justice climatique qui est mise à rude épreuve à cause des inégalités engendrées par le phénomène du réchauffement planétaire. Alors, commençons donc par décortiquer tour de rôle chacun des principaux concepts. Commençons par la vulnérabilité au changement climatique. Que signifie cette notion? Alors, d'entrée de jeu, on va dire que la vulnérabilité va renvoyer au coût économique, au coût social, au coût humain généré par les changements climatiques.
Donc, les changements climatiques ont un coût et on va analyser ce coût, la facture qu'il faut payer, la facture économique, la facture sociale et la facture humaine. Alors donc, les changements climatiques, on l'a vu tout au long de nos discussions précédentes, ont un impact sur la population, sur nos écosystèmes, mais également sur nos infrastructures. Donc, ces différents écosystèmes, ces différents éléments sont vulnérables, c'est-à-dire que sont de nature à être impactés par le réchauffement de la planète. Donc, la vulnérabilité ici est le degré de susceptibilité d'un système, ça peut être la population, l'écosystème, l'infrastructure, à être affecté surtout négativement par les changements climatiques en raison de sa sensibilité à ce phénomène et surtout de sa faible capacité d'adaptation. Donc, la vulnérabilité, ce concept va résulter de l'interaction entre l'exposition au péril climatique, c'est par exemple le cas des canicules, des inondations, et l'impact et la sensibilité de ces systèmes face à cet événement. Et la vulnérabilité va donc dépendre à la fois des facteurs physiques, sociaux et économiques, et nous le verrons. Alors, si on entre en profondeur, la vulnérabilité signifie la propension à être affecté. C'est cette tendance qu'un système précis soit de nature à subir des dommages ou des préjudices à la suite des variations du climat. Ces dommages peuvent être brutaux ou progressifs. Donc, comme on l'a dit, il y a une interaction entre l'exposition au péril climatique, la sensibilité à celui-ci et le problème de la capacité à s'adapter, c'est-à-dire à faire face aux conséquences de ce phénomène ou à en limiter les effets négatifs. Alors, comment les facteurs sociaux et économiques contribuent à la vulnérabilité de nos sociétés face au changement climatique? Alors, dans un contexte comme celui qui prévaut dans nos pays, la pauvreté, le manque d'accès aux soins de santé, le niveau d'éducation ou les inégalités sociales peuvent augmenter, voire aggraver la vulnérabilité. Alors, c'est par exemple le cas des, des inondations au Kenya ou des érosions à Abidjan. Généralement, ça se produit dans des quartiers pauvres. Et à la télévision, on voit le degré de vulnérabilité des populations totalement démunies à cause ici de la pauvreté. Des populations qui sont obligées d'aller dormir dans les cimetières. Donc, à cause de la pauvreté, dans ces exemples, mais on voit aussi cette question des inégalités sociales en Côte d'Ivoire. L'augmentation de ces inégalités à cause de l'érosion,
l'érosion des sols. Donc, d'un côté, on a quelques bourgeois qui vivent bien, bien logés, bonne qualité de vie. De l'autre côté, des populations qui n'ont plus de maison, dont les enfants ne peuvent plus aller à l'école et qui vivent dans les cimetières. Donc, on a là un exemple concret de facteurs socio-économiques qui vont causer de graves fractures dans nos sociétés. Donc, à côté de ces facteurs socio-économiques, on a aussi des facteurs physiques qui sont liés à la localisation géographique, la qualité de ces infrastructures sont aussi des facteurs déterminants. Deuxième concept, c'est celui des inégalités induites par les changements climatiques. Donc, les inégalités induites par les changements climatiques vont se manifester à plusieurs niveaux. D'abord, les pays et les populations les plus vulnérables sont les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. On a pris le cas de l'Afrique. Ceux qui ont les moins pollués, les pays africains, notamment les pays en développement, sont plus vulnérables parce qu'ils n'ont pas, ces pays n'ont pas les moyens d'adaptation. Donc, il y a une injustice. Il y a une injustice. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ceux qui sont responsables du problème payent de loin moins que ceux qui n'en sont pas responsables? C'est injuste. Donc, la plus grande part de la facture est refilée à ceux qui ne sont pas responsables du problème. Donc, il y a une inégalité, une injustice. Donc, inégalité rime ici avec justice. L'inégalité va rompre la justice. Alors, donc, c'est le premier élément. Le second élément, les impacts des crises climatiques, les vagues de chaleur, les inondations, affectent de manière disproportionnée les populations défavorisées en raison des facteurs comme la pauvreté, l'âge, le sexe, la situation de logement aggravant les inégalités sociales et de santé existantes. Alors, quand on prend un phénomène comme les pluies diluviennes au Kenya ou les inondations au Québec, vous voyez, l'impact n'est pas le même. La pauvreté va aggraver la situation dans les bidonvilles kenyans. Alors qu'au Québec, lorsqu'il y a des inondations, on va bien voir des inondations, des maisons qui sont, des choses sont détruites, mais un mois après, tout est remplacé. Les assurances payent, l'État paye. Donc, au Québec, ce sera ainsi. Alors que au Kenya, alors tout est ravagé, les populations n'ont rien.
Donc, il y a un impact, il y a une inégalité qui est ainsi créée entre les populations des pays en développement et les populations des pays riches face à un même phénomène. Donc, l'impact peut aussi être disproportionné en raison de l'âge. On a vu, par exemple, à l'occasion des canicules, les, les vieux blancs mouraient comme des poulets. C'est une véritable pandémie pour les vieux, les périodes de canicule. Alors que les plus jeunes sont résistants, plus résistants. Mais il y a aussi le facteur de l'âge, le sexe. Donc, tous ces éléments vont donc aggraver les inégalités sociales et de santé. Donc, les politiques d'adaptation peuvent aussi générer des inégalités. Au niveau international, on le voit. Il y a absence de politique d'adaptation dans les pays du Sud parce qu'il faut d'argent, alors que ces politiques sont mises en œuvre dans les pays industrialisés. Ça crée des inégalités. Même à l'intérieur d'un pays, la mise en œuvre de ces politiques peut générer des inégalités. Et c'est ce que nous soulignons. Les pays pauvres n'ont pas souvent les ressources financières nécessaires pour se protéger ou pour réparer les dégâts causés par les catastrophes naturelles. On a pris le cas du Kenya et du Québec. Donc, des inégalités sociales et de santé, les populations déjà fragilisées par les inégalités sociales ou économiques, faibles revenus, vieillesse, isolement social, sont les plus vulnérables au changement climatique. Les vagues de chaleur augmentent les risques d'hospitalisation ou de décès chez les vieux, personnes âgées, aggravent les maladies existantes, creusant les inégalités de santé. Alors, il y a aussi la question des itinérants qu'on ne voit pas beaucoup en Afrique, mais qu'on voit ici. Au Canada, par exemple, il y a beaucoup d'itinérants. Et donc, face à ces phénomènes-là, ils sont plus que vulnérables. Ils sont même en danger. Au Canada, aux États-Unis, lorsqu'il y a des ouragans, imaginez la situation des itinérants. Pendant les tempêtes ou les vagues de froid. Vous voyez, ça crée des inégalités dans la société. Alors, des inégalités, comme on l'a dit, peuvent être aussi induites, liées aux politiques climatiques, en raison des coûts disproportionnés. Alors, les politiques d'atténuation, d'adaptation peuvent avoir un coût élevé pour les ménages les plus modestes. Alors, j'ai mis ici les subventions pour l'efficacité énergétique des bâtiments. Voyez-vous? Alors, si je prends un pays comme le Canada, ou même la province du Québec, le gouvernement fédéral surtout, peut-être provincial aussi, va donner des subventions pour
l'efficacité énergétique. Voyez-vous, pour qu'on gaspille moins d'énergie dans les bâtiments. On va donner des subventions, mais il y a des critères. Alors, certains peuvent bénéficier, peuvent remplir toutes les cases pour bénéficier de ces subventions, alors que d'autres sont dans des positions où elles ne remplissent pas les conditions et n'ont pas droit. Et donc, ceux qui n'ont pas droit à ces subventions gouvernementales-là peuvent payer plus cher pour s'adapter. Si elles veulent mettre financées par elles-mêmes l'efficacité énergétique de leur logement, ça leur coûtera bien plus cher. Alors que d'autres peuvent profiter des subventions du gouvernement. Et donc, certaines populations peuvent être exclues du bénéfice de ces politiques de subvention, par exemple. Et donc, ça aggrave les inégalités. Alors, il y a ces subventions aussi, par exemple, de l'achat des véhicules électriques que le gouvernement donne ou pour la rénovation des logements. Donc, certains sont admissibles et d'autres pas. Donc, ça crée des inégalités. Donc, le manque d'inclusion, la conception des politiques doit prendre en compte des inégalités pour garantir une répartition équitable des actions de financement dans une perspective de développement inclusif. Troisième concept phare, c'est la responsabilité du changement climatique. Qui est responsable? Et cette idée de responsabilité va ouvrir la voie au prétoire, aux actions et au procès climatique. Mais la première responsabilité incombe d'abord aux humains, à l'homme, à travers la révolution industrielle portée par l'utilisation des énergies fossiles, qui sont le principal responsable des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, cette industrialisation pose le problème de la contribution des entreprises, mais aussi des gouvernements qui ont des responsabilités à la fois juridiques et morales. Les États sont désormais tenus de coopérer pour endiguer la crise climatique, pour prévenir des dommages significatifs au climat. Karibu mama, karibu 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 Fole. Alors, mais notre économie, notre industrialisation, notre économie aussi, notamment les secteurs des transports, la manufacture et l'agriculture, qui sont des secteurs les plus grands contributeurs au réchauffement de la planète. Transport, industrie et agriculture. Alors, la responsabilité aussi est celle des États qui doivent protéger le système climatique. Et on va le voir demain, à partir de demain. Pourquoi? Les États seront traînés devant le tribunal pour inaction climatique parce que leur responsabilité, en vertu du droit international, c'est de protéger le système climatique.
Alors, de protéger le système climatique. Alors, donc, un État qui ne protège pas le système climatique ne fait pas sa job. Il ne met pas en œuvre ses obligations internationales en matière climatique. Protéger le système climatique, on va le voir. Et la CIJ s'est prononcée récemment là-dessus dans un avis. Elle a notamment souligné que les États ont l'obligation de prévenir les dommages climatiques significatifs et de coopérer entre eux. Donc les États doivent faire quelque chose. Les États ont la responsabilité d'encourager l'exploitation maximale des énergies, ou plutôt, le fait d'encourager l'exploitation maximale des énergies fossiles peut être considéré comme une action illicite, à l'intérieur de même. peut être considéré comme une action illicite au regard du droit international. Voyez-vous? Sauf que à la COP du Brésil qui a eu lieu récemment, je nous ai partagé un article là-dessus, on a vu qu'une vingtaine de pays, notamment des pays européens, je pense la France aussi, ne veulent pas s'engager pour la fin des énergies fossiles. Il y a aussi la responsabilité des entreprises, on va le voir. On va le voir, les entreprises s'exposent à des poursuites judiciaires. Il y a donc un contentieux climatique qui est dirigé contre les entreprises et notamment les pétrolières. Alors, si ces entreprises ne prennent pas des mesures pour atténuer l'impact des changements climatiques liés à leurs activités, dont leurs dirigeants peuvent être tenus responsables des conséquences de non-action face au climat. Et on a des approches pollueurs-payeurs, entre autres, pour renforcer la responsabilité en matière de pollution. Pipi Mospe. Alors donc, les changements climatiques ont des conséquences, ont des impacts, vont générer une injustice climatique à travers le monde. Alors, on a vu, ces conséquences vont inclure des risques pour les personnes et l'environnement, comme les vagues de chaleur, les sécheresses, les incendies, les inondations. Ces inégalités qui sont exacerbées avec des impacts disproportionnés sur les pays en développement et les populations vulnérables. Donc, vous voyez, l'étude de ces concepts nous a mené vraiment à faire, à entrer de plein pied dans le débat. On peut considérer la définition des principaux concepts comme l'introduction au cours. Alors, le cours à proprement parler commence avec le professeur Agnès Michelot, qui est la marraine de ce programme et de votre promotion. Alors, Agnès Michelot nous a écrit un bel article dans le journal international de bioéthique sous le titre « La justice climatique face à la responsabilité du changement climatique ». Faire face à la responsabilité du changement climatique. Donc, justice climatique et responsabilité du changement climatique. Qui est responsable?
Alors, donc, selon le professeur Michelot, le changement climatique pose de délicates questions sous l'angle de la responsabilité morale et juridique. Qui est moralement responsable? Qui est juridiquement tenu de réparer les conséquences des changements climatiques? Qui est moralement tenu de réparer les conséquences des changements climatiques? Alors, je suis allé interroger les concepts de responsabilité morale et de responsabilité juridique pour essayer de faire une distinction, un distinguo entre morale et droit. Alors, la responsabilité morale est l'obligation d'une personne de répondre de ses actes. Ça peut coïncider avec le droit ici, avec la responsabilité civile. Mais ici, devant sa propre conscience, donc la responsabilité morale ne nous renvoie pas tout de suite devant le tribunal ou devant la loi, mais plutôt devant notre conscience. Elle est fondée sur la capacité de discerner le bien et le mal et la liberté de choisir. Qu'est-ce que nous voulons pour notre société? Quel modèle de société nous voulons? Qu'est-ce qui est bien pour notre société? Est-ce que c'est bien de continuer à fonctionner avec un modèle qui détruit notre société? Donc, on est au niveau du jugement, on est au niveau de nos valeurs, on est au niveau des considérations éthiques. Donc, la responsabilité morale s'applique à notre sphère intérieure, à notre jugement de valeur, à nos valeurs, alors que la responsabilité juridique nous renvoie au droit et à la sanction du droit. Donc, on a valeur versus droit. Alors, Agnès Michelot pose la question fondamentale suivante. Comment penser un phénomène aussi global que le changement climatique à l'échelle individuelle, à l'échelle d'un État ou au niveau international? Donc, trois strates. La strate individuelle, la strate nationale et la strate internationale pour le même phénomène. Donc, elle propose une réflexion à travers la justice climatique, des impacts des changements climatiques sur ces trois niveaux. Comment prendre en considération dans nos politiques publiques, dans nos choix de société, la diversité des impacts climatiques selon les territoires, nos États, la différence des situations individuelles, jeunes, vieux, pauvres, riches, la différence des situations collectives, pays riches, pays pauvres, générées par les risques climatiques. Elle se demande comment renouveler notre contrat social, comment réinventer notre société lorsque les inégalités provoquées par l'impact du changement climatique apparaissent de plus en plus flagrantes.
dont les conséquences des changements climatiques, selon Agnès Michelot, nous commandent de renouveler le débat sur notre société, sur notre modèle de société, sur notre contrat, sur le contrat social de Rousseau, sur le vivre ensemble. Comment envisager le vivre ensemble en prenant en compte les impacts des changements climatiques? Alors, donc, ces questions vont traverser et influencer les négociations internationales et vont conduire à la construction d'un régime international de protection du climat. Mais ces questions, qui sont en réalité des débats de société, vont provoquer des tensions au sein des États, de la société civile, avec la remise en question des fondements de nos sociétés. Donc, on va voir émerger, et ça peut expliquer l'actualité, des revendications de plus en plus fortes, des mouvements de contestation qui vont s'exprimer au-delà des arènes internationales et donc dans les États. Et ça, on peut le voir dans les pays développés, notamment en France, au Canada, aux États-Unis, et moins en Afrique. Alors, ce concept de justice climatique, qui est donc au cœur de ce changement sociétal induit par les changements climatiques, ne bénéficie pas d'une décision clairement établie et universellement reconnue. On le voit dans le préambule de l'accord de Paris, certes. Donc, c'est une question à la fois politique et économique au départ. Mais c'est devenu aussi un enjeu juridique et citoyen, mais aussi et surtout désormais médiatique, selon Matator Chao. La crise climatique, va nous dire Matator Chao, appelle à de nouvelles formes de mobilisation de la société civile et le droit, c'est-à-dire vous, avocats, le droit devient le bras armé de cette lutte globale et sans répit. Donc la cause de la justice climatique, de la lutte contre les changements climatiques, a pour bras armé le droit. Et donc le contentieux. On a une société civile qui se mobilise autour du climat. Elle s'est emparée de la cause climatique. La justice climatique trouve ses origines dans les mouvements de justice environnementale.
au cœur de la société civile. Alors, l'idée centrale ou commune à ces revendications, ce sont les dégradations environnementales qui génèrent des inégalités et aggravent les vulnérabilités des plus pauvres et des populations marginalisées. D'où l'idée de justice. Donc, les changements climatiques vont générer des vulnérabilités pour les plus pauvres et les plus marginalisés, et les sociétés civiles sont vent debout pour réclamer la justice climatique, la fin de ces inégalités et de ces vulnérabilités. Alors, voyons un peu, analysons ce que dit Agnès Michel sur ce concept. Au fondement de la justice climatique se trouve la recherche et la compréhension des inégalités liées aux effets des changements climatiques. Point. Recherche et compréhension des inégalités. Comprendre les inégalités induites par les changements climatiques. Voilà la problématique au cœur de cette notion de justice climatique. Et elle explique les risques induits par les atteintes au système climatique ne sont pas répartis uniformément entre les populations des territoires et ne peuvent être gérés dans les mêmes conditions ni avec les mêmes moyens. Considérant l'ampleur des effets du changement climatique qui bouleversent les perspectives de vie sur la Terre, la justice climatique est un concept qui mobilise nos valeurs morales en cherchant à appréhender toutes les dimensions de la vulnérabilité au changement climatique, et notamment sous l'angle de la vulnérabilité sociale. Alors, on a à peu près vu, ou on a une première vue, une conception première de la notion de justice climatique. Mais essayons d'aller en profondeur, essayons de construire ce concept. On va le construire en revisitant d'abord son histoire. Donc, dans un premier point, on va analyser l'histoire de la justice climatique, de ce concept. Alors, le mouvement de justice climatique le plus connu est celui qui naît aux États-Unis à la fin des années 1970, rappelez-vous. En dépit des dénégations du président Trump, rappelez-vous, je vous ai dit que les États-Unis est un pays très dynamique en matière de contentieux climatique. Et justement, l'histoire de ce contentieux part précisément des États-Unis, où en 1970, voyez-vous, on est en 1970 à la veille du premier sommet mondial sur la Terre, le sommet de Stockholm qui a eu lieu en 1972, qui a posé les bases de la construction d'un régime international de protection de l'environnement. Mais 2 ans avant, les choses bougeaient. Déjà aux États-Unis, la société bouillonnait. Donc, il va se créer ce mouvement de justice climatique, Justice for Climate,
qui met l'accent sur la dégradation environnementale dans les quartiers où résident les négros, les latino-américains et les autochtones. Vous voyez? Les quartiers noirs, les quartiers latinos et les quartiers indiens. Donc, dans ces quartiers, on observe des dégradations environnementales, alors que dans les quartiers des riches européens, on les appelle ainsi, on ne voit pas ces dégradations. Et donc, un mouvement de justice va naître pour dire que, mais écoutez, on a un apartheid climatique entre les riches européens et les pauvres étrangers, les pauvres latino-indiens. Deuxième catégorie de mouvements, des groupes qui s'opposent aux activités économiques tendant à la modification du système climatique. Donc, les entreprises pétrolières notamment, qui ont un impact sur le climat, on va voir des mouvements se former pour s'opposer à ces entreprises. Et là, on voit déjà pointer, émerger la question de la responsabilité des entreprises. La responsabilité climatique des entreprises vient de là, de ces mouvements, du fait de leurs activités. Et ce mouvement a également démarré aux États-Unis, toujours les États-Unis, dans les années 1960. Les États-Unis, c'est un laboratoire en matière climatique, en mettant en avant les conséquences négatives de l'usage des pesticides, des nitrates sur l'homme et sur l'environnement. Donc, les États-Unis, c'est un bon pays pour le contentieux climatique, avec un bon président comme Trump. Donc, quand on a un pays comme celui-là qui a toute une histoire de revendications climatiques et un président actuel comme celui-là, Donald Trump, qui vient totalement nier la chose, donc vous imaginez dans quel type de société on peut se retrouver. Donc, on est dans une société qui doit bouillonner climatiquement à l'image de l'ampleur, de l'actualité de cette crise. Les États-Unis devraient être même l'illustration de la crise climatique. Alors, pour ces mouvements, le fait de rompre le lien qui unit certains groupes, populations au peuple, à la nature, cet apartheid climatique, constitue une injustice. En ce que cela dégrade leurs conditions de vie, aggrave leur pauvreté et leur marginalité. Alors, ces groupes minorités ou discriminés, femmes, enfants, autochtones, plus vulnérables aux dégradations environnementales et au changement climatique, sont souvent victimes de violations des droits de l'homme. Alors, c'est pourquoi les deux mouvements, climatique, environnemental et droits de l'hommistes, vont se retrouver dans l'activisme. Alors, plusieurs coalitions vont donc se former autour de l'enjeu climatique. Alors, à titre d'exemple, la coalition formée en 2002 à Johannesburg, au sommet mondial sur le développement durable, a adopté une série de principes, dont 3 ont durement structuré les enjeux de la justice climatique.
Donc, la justice climatique va tourner autour de trois enjeux savamment élaborés au sommet sur le développement durable à Johannesburg. Premier principe, la reconnaissance d'une dette écologique. Deuxième principe, le respect des droits territoriaux des peuples autochtones. Troisième principe, la nécessité d'une transition écologique sur les bases de sociétés démocratiques et renouvelées et plus ouvertes à la citoyenneté écologique, blablabla. Donc, on va in fine observer que les actions en justice climatique, ce qu'on va voir dans les prétoires, essayent d'une manière générale de renouveler les revendications issues de la justice environnementale. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ben, cela signifie qu'une fois que ces sociétés civiles, ces mouvements de revendication se structurent et font valoir leur plaidoyer, la prochaine étape, c'est le tribunal. Alors, elle cherche également à rétablir le principe de la souveraineté environnementale de la part des États. Voyez-vous, on veut amener les États à récupérer leur souveraineté environnementale, c'est-à-dire à s'occuper de cette question, mais aussi des citoyens. D'où l'importance de la question de la démocratie environnementale qui fait la place à la participation citoyenne. Pour que ceux-ci ne perdent pas le contrôle de leurs ressources naturelles, leurs terres, leurs sources d'énergie, etc., dont les populations ne veulent pas perdre le contrôle sur la question climatique. Les États sont invités. Alors, on nous a partagé une belle vidéo tout à l'heure dans notre classe de droit minier. On nous a partagé une belle vidéo dans laquelle la présidente namibienne, Namibie, cette présidente, elle dit que le ministre des Mines est défaillant, mine et l'énergie, je pense qu'il est défaillant, ou il est seulement mine. Bref, il est défaillant, et que la présidente de la République prend le contrôle de ce département. Donc, ministre des Mines et du pétrole, elle a mélangé les deux, c'est le président de la République. Voyez-vous? Donc, sur le dossier, elle prend le contrôle, ça devient sa job de. Elle est président, ministre des Mines et du pétrole. Alors, je souligne ça pourquoi? C'est un rapport avec la question de la souveraineté. Donc, s'agissant du climat, les sociétés civiles, c'est ce genre de message qu'on envoie à l'État, au gouvernement. On lui dit de mettre sur la table du gouvernement en priorité la question du changement climatique. Donc, on demande au chef du gouvernement ou au président de la République ou whatever, on lui demande de faire de sa job, comme la présidente namibienne a fait, on lui demande de faire de sa job la question climatique. Donc, le président de la République qui est ministre de l'Environnement. Première idée. Deuxième idée, la population veut veiller à ce que les questions climatiques soient au top de l'agenda gouvernemental et que le gouvernement s'en occupe. Et s'il ne s'en occupe pas, on l'envoie à la cour.
parce qu'ils ne veulent pas perdre le contrôle sur leur qualité de vie, sur leurs ressources naturelles, sur leur terre, sur leur énergie. Le président doit s'en occuper, le gouvernement doit en faire une priorité. S'il ne le fait pas, on se retrouve au tribunal. Alors, donc, un peu l'histoire d'où vient tout cela. Maintenant, quels sont les objectifs de la justice climatique? Alors, Agnès Michelot nous dit que l'objectif de la justice climatique est double. Premier objectif, lutter contre les inégalités créées par les changements climatiques. Nous avons discouru longuement là-dessus. Deux, faire prendre conscience à la communauté internationale, aux États, mais également aux acteurs privés, à tout le monde, de l'urgence climatique et la nécessité absolue d'agir de manière ambitieuse. Lutter contre les changements climatiques, les inégalités créées, générées par les changements climatiques. Deuxième secondo, prendre conscience à la communauté internationale, aux États, aux entreprises, à tout le monde de l'urgence climatique. La nécessité absolue d'agir de manière ambitieuse. Donc, la question climatique n'est plus réservée aux seuls experts climatiques, aux seuls scientifiques du climat. Ce n'est plus simplement l'affaire des négociateurs internationaux, ni celle des législateurs nationaux. Alors, j'ai vu Madame Léna, une flèche que Marine Le Pen a envoyée à votre président de la République l'autre jour. Je crois que ça doit être récent, hier, avant-hier. Une flèche. Suivi ça, je me suis même demandé si c'est de l'intelligence artificielle ou c'est un message réel. Parce que c'était quand même assez direct. Hein. Oui, justement, je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est l'intelligence artificielle ou si c'est vrai là. Peut-être qu'on va, on va regarder. Donc, ce n'est plus simplement l'affaire d'une délégation de la RDC qui se rend au Brésil sans résultat. Je fais référence à cette flèche parce que notre ami Safari a posé la question, il nous a posé la question la dernière fois. Maître Safari, est-ce qu'il est encore là? Maître Safari, il est là, il n'est plus là. Maître Safari nous a posé la question de savoir si est-ce qu'il fallait aller, ou est-ce que la RDC devrait aller au sommet de Belém au Brésil. Donc, un voyage sans résultat. Et c'est la critique que cette vidéo, je ne sais pas si c'est généré par l'intelligence artificielle, dit que le président de la République voyage, se promène en avion, mais ne ramène aucun résultat. Donc, ce n'est plus seulement une affaire des experts, des délégations, mais c'est une question citoyenne et qui intéresse les juges, les avocats, les associations. Et ça justifie le fait que vous soyez là.
troisième élément de la structuration de notre concept, c'est le changement climatique qui pose un enjeu éthique. Alors, elle va interroger la nouvelle façon de concevoir notre rapport à la société. Donc, avec l'assise de certains constats scientifiques, acceptés, apparaissent de nouveaux enjeux éthiques essentiels. Le réchauffement climatique est un phénomène global qui affecte toutes les régions du monde et tous les êtres vivants de la planète. Donc, on va questionner notre humanité. On va questionner les modèles de développement de nos sociétés qui sont responsables de bouleversements climatiques. Et puis Agnès Michelot va nous proposer comme quatrième élément de la structuration du concept les différentes approches, les formes, si vous voulez, une typologie de la justice climatique, partagée entre objectifs, principes d'action, stratégies de réduction des inégalités, lutte contre les injustices. Un méli-mélo. Alors, donc, voyons les différents types de justice climatique. La justice climatique connaît plusieurs approches en fonction de ce qui s'y intéresse et la revendique. Alors, elle trouve cependant ses premières expressions dans le régime climatique mis en place par la Convention cadre de 92, une première mais timide reconnaissance dans le préambule de l'accord de Paris. Voyez-vous, la première expression est plutôt internationale. On va la retrouver dans les négociations sur le climat en 92 à Rio de Janeiro. Ensuite, très timidement, dans l'accord de Paris, dans le préambule. Alors, cependant, la société civile manifeste son impatience devant les contraintes inhérentes au processus de négociation interétatique. Vous voyez, les négociations patinent. Hein? On a vu à Belém, il y a quelques jours, on ne veut rien faire pour les pays en développement, les renégociations n'avancent pas là-dessus, on n'avance pas non plus sur la question énergétique, rien n'avance. Donc, face à ce statu quo, à cette quasi-régression, les sociétés civiles sont impatientes face au délai d'action et au manque d'ambition des États. Elles sont impatientes au niveau international. Dès lors, réaliser l'objectif de justice climatique passe par d'autres initiatives, notamment à l'échelle nationale. C'est pourquoi
l'enjeu va se transporter de l'échelle internationale à l'échelle nationale. C'est pourquoi on va davantage voir les revendications au niveau des États et le contentieux se développer au niveau des États. Parce qu'au niveau international, ça ne bouge pas. Parce qu'au niveau international, les négociations sont dominées par le bon vouloir des États. Parce qu'au niveau international, les instruments seront essentiellement la soft law, qui ne fait pas bouger les choses. Et donc des États peu ambitieux dans la lutte contre les changements climatiques. Et donc le cadre international devient moins idéal et on rapatrie les choses au niveau national. Alors, Agnès Michelot a essayé de théoriser tout cela et va nous dire qu'avec le temps, plusieurs conceptions de la justice climatique vont cohabiter et parfois s'alimenter, s'articuler autour de la justice climatique négociée au niveau international, hein, la diplomatie climatique. Deuxièmement, la justice climatique revendiquée. Et la justice climatique, projet politique. Alors, première forme qu'on va voir, c'est la justice climatique négociée. Donc, la recherche de l'équité dans le régime climatique international. La construction, qu'est-ce qu'on négocie? On négocie la construction d'un régime climatique international. Donc, voilà la première forme. Donc, ça va tout de suite nous renvoyer aux rencontres diplomatiques sur le climat. Et qu'est-ce qui se joue dans ces rencontres? Qu'est-ce qu'on négocie dans ces rencontres? Et donc, prioritairement, il s'agit de connaître les facteurs de vulnérabilité au changement climatique. Globalement, les constats sont bien établis. Ils ont influencé les négociations internationales pour l'instauration d'un régime climatique mondial. On a vu, avec l'accord de Paris, l'atténuation, l'adaptation. C'est le fruit des négociations. Les stratégies internationales de lutte contre le changement climatique à travers l'adaptation et l'atténuation. C'est la conséquence de la justice climatique négociée. Qui ressortait déjà de la Convention cadre de 1980. Mais on négocie aussi, ce qu'on a négocié aussi dans ces rencontres diplomatiques, c'est comment on va partager le fardeau de la répartition, le fardeau de la répartition des efforts pour lutter contre le réchauffement planétaire. Et donc, à travers le principe, on va s'entendre là-dessus, on va négocier le principe des responsabilités communes mais différenciées et de capacités respectives qui restent au cœur du régime climatique. Voilà ce qu'on va négocier. Le principe, on va dire, on s'entend que, bon, pour se répartir le fardeau sur la base des responsabilités communes mais différenciées en fonction des capacités, des capacités. Et puis l'atténuation, on va négocier aussi sur la question de l'atténuation. On l'a vu avec Kyoto.
et Paris sur la nécessité d'adopter des contributions nationales déterminées dans les efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On va s'entendre là-dessus, sur ces contributions nationales, pour atténuer le réchauffement de la planète, réduire significativement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'objectif au niveau international de limitation de la température implique des efforts pour tous. Et la difficulté de parvenir à répartir les efforts de manière équitable pour l'ensemble des parties prenantes. Ça, on l'a vu en analysant le droit, les instruments juridiques internationaux de lutte contre le changement climatique. Alors, les pays en développement adoptent souvent des positions très offensives, faisant reposer principalement la charge de l'atténuation sur les pays développés. Bon, si vous êtes responsable, de réparer. Donc, voilà ce qu'on a négocié internationalement et ce qui va rentrer dans la justice négociée. Mais aussi toute la question des inégalités. Les inégalités qui vont amener à négocier, à s'entendre, à développer toute une série d'instruments au sujet de l'adaptation au changement climatique. Donc voilà pour la justice climatique négociée, c'est-à-dire ce qu'on a négocié internationalement. Alors, Agnès Michelot propose également de distinguer la justice climatique revendiquée ici, elle est portée par l'idée de réparer, payer la dette écologique, la dette climatique. Alors, le changement climatique affecte la vie, le bien-être, la santé de tous, mais certaines personnes ou communautés sont particulièrement vulnérables. Et les initiatives et les réseaux d'ONG se multiplient pour porter cette cause. Alors, ils vont demander la reconnaissance de l'impact du système capitaliste et de l'économie du marché sur le climat, d'où l'idée de réparer. Donc, principalement, on va dire que le changement climatique, les ONG vont dire que le changement climatique a des conséquences sur la vie, le bien-être, qu'on sort, et puis il faut le réparer. Donc, on a des revendications, si vous voulez, portées par les ONG. Et dans ces mouvements de revendication, justement, il y a des approches les plus radicales qui considèrent la justice climatique sous l'angle d'une dette écologique à rembourser par les pays développés. Donc, il y a des ONG qui sont plus radicales, qui disent que les pays développés ont créé, sont responsables de ce phénomène et donc ils ont une dette écologique
à payer. Donc, le concept de dette écologique repose sur l'idée que le développement des pays industrialisés s'est appuyé sur la surexploitation des ressources naturelles des pays du Sud. Dans cette perspective, les modes de production et de consommation des pays développés conduisent à s'accaparer et à détruire les écosystèmes dont dépendent d'autres communautés humaines, générant ainsi une dette écologique. Donc, ils ont une dette écologique envers l'Afrique. Ils ont pillé nos ressources, ils se sont développés, ils nous doivent. Donc, ici, les pays développés auraient construit leur développement destructeur du système climatique en handicapant l'avenir des populations les plus pauvres qui subissent une domination économique et des dommages écologiques. En conséquence, ils devraient réparer et la justice climatique prend la forme d'une justice réparatrice. Alors, toujours dans la sphère des revendications des ONG, alors d'autres revendications vont s'exprimer sous l'angle de la démocratie. Alors, mais il y a aussi la justice climatique comme projet de solidarité. Solidarité autour de la question climatique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le droit français consacre en 2007 le principe de la solidarité écologique, en élevant au rang de principes fondamentaux du droit de l'environnement par la loi. Voilà. Donc, on a un nouveau principe, celui de la solidarité écologique. Voyez? Reconnaissant que les hommes et les écosystèmes, outre qu'ils interagissent ensemble, entretiennent des relations d'interdépendance. On doit se montrer solidaire envers l'espèce humaine, mais aussi envers la nature, et notamment la diversité biologique. Donc, le principe de la solidarité écologique devrait favoriser une reconsidération de toutes les espèces, y compris les plus négligées par l'homme. Ainsi, les sols dégradés sont ainsi révélateurs des enjeux de solidarité écologique. Et illustre la dimension novatrice du principe juridique sous l'angle de la restauration des milieux dégradés. Dans notre solidarité à l'égard de la nature et de la biodiversité. Et puis finalement, il y a le juge mobilisé par la question climatique. Le contentieux climatique, si vous voulez. C'est la cinquième articulation du concept de justice climatique. Et là, on va voir se développer un mouvement mondial de judiciarisation du climat. De l'Inde à l'Australie, du Pakistan à la Colombie, des Pays-Bas aux États-Unis.
Depuis 2015, les litiges ayant pour objet le changement climatique et la recherche de responsabilité climatique se multiplient dans le monde. Alors, on veut faire payer les responsables des changements climatiques. Cet activisme qu'on va observer à travers le monde judiciaire révolutionne les modalités d'action jusqu'ici réduites aux négociations dans le cadre du système des Nations Unies. On était habitué à voir simplement les gens se rencontrer à Paris, à Tokyo, à Belém, et à côté de la diplomatie, Madame Léna, à côté de la diplomatie, on va voir émerger le contentieux. Le prétoire devient ainsi un terrain de discussion. Voyez, on ne discute plus seulement dans. Je vous ai posté un peu, je vous ai posté une vidéo sur un reportage sur l'état des discussions là-bas au sommet. On présentait, j'ai vu, il y avait les stands des pays, la France, les États-Unis, chacun avait ses beaux locaux, les belles salles de conférence, vraiment chic, chic, chic. Hein? Une histoire de beaucoup d'argent, chic, 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 chic. Alors, il y avait tout ça, effectivement. On appelle ça la diplomatie climatique. Mais à côté de cela, il y a le tribunal, la cour. Donc, la cour devient le prolongement des discussions interminables à l'ONU. Des discussions interminables se prolongent, cette fois-là, devant le juge. Donc, le tribunal, le prétoire, devient un terrain de discussion, le lieu d'un dialogue contradictoire, mobilisant souvent les preuves scientifiques. Plus de 900, plus de 1000 aujourd'hui procès ont été comptabilisés dans le monde depuis 2010. Donc, cette avalanche de procès, ce développement du contentieux climatique témoigne d'attentes nouvelles des sociétés en matière de justice climatique. Alors, c'est pour qu'on a qualifié que c'était le bras armé. Vous voyez, dans les mouvements de lutte de libération, là, par exemple, en Grande-Bretagne, je crois qu'il y a le Sinn Féin, hein, qui, généralement, ce sont des mouvements politiques qui vont négocier tout ça, l'indépendance. Mais à côté, il y a maintenant le bras armé. Quand la diplomatie, là, ne marche pas, on ne veut pas s'entendre. Allez, la faction militaire entre en jeu. Donc ici, quand la diplomatie ne fonctionne pas, la faction militaire ici, c'est la cour. Donc le fait de porter la cause climatique devant le juge ne date pas d'hier. En Australie, pays pionnier, c'est le premier, de la judiciarisation du climat, un corpus de contentieux climatique existe depuis les années 2000, orienté à la fois vers la limitation des émissions de carbone et la nécessité de prendre des mesures préventives contre le changement climatique. Deux principaux axes dans ce contentieux en Australie, le pays pionnier, un des pays pionniers. Donc, premièrement, le contentieux sera axé vers la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va voir se développer un type
particulier de contentieux là-dessus, sur l'atténuation. Et deuxièmement, un autre type de contentieux va se développer au sujet des mesures préventives à prendre pour éviter que les choses ne se dégradent. Donc, Agnès Michelot va finalement nous dire que la justice climatique apparaît ici comme une exigence de prise de responsabilité. On demande aux gens de prendre leurs responsabilités pour endiguer la crise climatique. Alors, mais depuis 2015, la nouveauté consiste à exiger des États qu'au nom de leur devoir de protection de la population, protéger la population contre les impacts des changements climatiques. Ça, c'est le devoir de l'État. Au nom de ce devoir, les constitutionnalistes, ils vont souvent parler des missions régaliennes de l'État. Parmi les missions régaliennes de l'État, ce n'est pas seulement la protection de l'armée de la population, mais la protection environnementale, la protection climatique de la population. Au nom de leur devoir de protection de la population, on va ici, protection, je vais ajouter dans mon PowerPoint, climatique de la population, ils répondent désormais devant les citoyens de leur inaction ou de la lenteur de leur action en matière climatique. Alors donc, si le gouvernement ne fait rien, on le traîne au tribunal. Si le gouvernement passe le temps à dormir, on le traîne au tribunal. Ou si le gouvernement se comporte comme Jacques Chirac a dit, pendant que la maison brûle, la planète brûle, se réchauffe à l'extrême. Nous, le gouvernement, lui, il est occupé à regarder ailleurs, on le traîne au tribunal. Et justement, demain, nous allons voir comment les États sont traînés au tribunal. Donc, ces procès vont soulever des questions de droit international et de droit national. Ces procès se déroulent devant les tribunaux nationaux. On a vu qu'il y avait un déplacement de du niveau international vers le niveau davantage national. Parce qu'on va le voir, au niveau international, c'est compliqué, on ne s'entend pas, la justice ne veut pas poursuivre les États. Voilà, voyez-vous. Et on déplace donc le problème au niveau des États. Là, on peut amener le tribunal, on peut amener l'État au tribunal. Alors, ces litiges vont faire preuve d'une grande ingéniosité juridique de la part des requérants, mais aussi des juges. Donc, c'est les procès des gens sages, wise men and women. Alors, donc, ces recours climatiques peuvent mener à des demandes visant à rétablir la légalité d'une législation climatique ineffective. Par exemple, en Afrique, ce type de contentieux serait abondant en Afrique, où on a des législations qui existent, mais qui sont lettres mortes. Et donc, face à l'ineffectivité, on mène l'État, le gouvernement à la cour. Donc, on l'amène à la cour parce qu'il ne met pas en œuvre le droit climatique.
mais aussi pour établir des responsabilités là où le manque d'action publique peut mettre en danger la population. On va encore l'amener à la cour parce qu'il n'a rien fait et son inaction peut mettre la population en danger, peut rendre le pays inhabitable. Et donc, Agnès Michelot va nous dire que ces procès sont néanmoins un extraordinaire levier d'action qui peuvent conduire nos sociétés vers une meilleure gouvernance du climat, une véritable transition. Donc, c'est un levier important, le procès climatique, pour amener nos sociétés dans la bonne direction en matière de gouvernance climatique. Alors donc, si le gouvernement et les entreprises ne font rien, on les amène à la cour et puis ils vont subir les conséquences de la comparution à la cour et ça va les amener à réfléchir autrement, à agir autrement. Alors, c'est pourquoi il est important de s'y intéresser, de revenir sur les nouvelles questions juridiques qu'il pose et de chercher à mieux comprendre les difficultés soulevées par ces recours en tout état de cause. Le cours consacré au contentieux climatique a pour vocation de répondre à une série de questions fondamentales. Comment règle-t-on les litiges climatiques? Quels sont les fondements des actions climatiques? Quelles sont les parties au procès climatique? Quelles sont les juridictions compétentes, nationales ou internationales, en matière de contentieux climatique? Le procès climatique est-il efficace dans la responsabilisation des États et des entreprises émetteurs de gaz à effet de serre? Last but not the least, le procès climatique est-il la solution miracle au réchauffement de la planète? Alors, voilà les questions sur lesquelles on va clore cet exposé et qui nous amènent et qui vont nous guider dans nos prochains échanges. Voilà. Alors, nous avons 15 minutes. Nous avons 15 minutes, oui. 19 minutes pour échanger. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des observations, des contributions, c'est le moment de jaser, messieurs et dames. Parole à la classe. Prof, Oui, docteur, Mélanie. oui, bon, vous avez constaté que la classe est toute oui parce que tellement que vous, en donnant les prémices, vous annoncez déjà le grand débat de demain. Parce qu'en fait, c'est ça que je pense que j'aimerais apprendre, voir évidemment réfléchir sur comment la justice doit être saisie et comment ça se passe. Donc, je pense que ce que vous avez donné aujourd'hui nous met davantage dans le bain et nous pousse à attendre fiévreusement la leçon de demain.
qui sera sûrement pour nous autres praticiens un temps fort. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Autre réaction? Madame Léna? Oui, ouais, j'ai suivi. Ne vous inquiétez pas, docteur. Moi, quand j'ai des questions, je les pose. Là, c'est limpide, c'est bon. Je n'ai pas, ça n'a soulevé en moi aucune question. Voyons un peu ce que, comme Maître Dany a dit, demain, je crois que demain, ça sera quand même un peu plus houleux pour les débats. D'accord, ok. Bah, écoutez, le, là, c'était le plat d'entrée, là. Demain, on va continuer la chose. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci pour l'attention. Et puis, on se donne rendez-vous demain pour poursuivre la discussion. OK, à demain. Merci beaucoup. À demain, la classe. À demain. Merci. Demain, demain. Demain. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors, la technique.